Le sujet que je vous propose, que mes amis au centre ont proposé aussi, c'est la question de la femme, la situation de la femme au Maroc. Bien sûr, je les salue d'avoir aussi lié la question de la femme à la démocratie, parce qu'effectivement, la lutte des femmes pour l'égalité, la lutte des femmes pour leur dignité, ça fait partie intégrante de notre lutte pour la démocratie. On ne peut jamais imaginer les femmes émancipées, les femmes reconnues dans leur citoyenneté, dans un pays, dans un État qui n'est pas démocratique, qui ne reconnaît pas les droits humains, qui ne reconnaît pas les normes, les bases de la démocratie. Et aussi, on ne peut pas atteindre la démocratie si les femmes ne participent pas à cette lutte pour la démocratie, pour les droits humains. Donc je me baserai quand même plus précisément sur la situation des femmes, sur les luttes des femmes. Je le lirai plus tard, après, avec la question de la démocratie. Pourquoi cette liaison et cette relation très étroite entre démocratie, ou lutte pour la démocratie, et lutte pour les droits humains des femmes. Alors donc, certainement, ceux et celles qui connaissent un peu la situation des luttes des Marocains depuis des décennies déjà, ils connaissent très bien aussi la lutte des femmes dans ce pays. Elle ne date pas d'aujourd'hui. On peut revenir jusqu'aux années 40, lorsque les premières organisations de femmes, qui étaient plutôt liées à des partis politiques, soit le parti communiste, en fait c'est les partis communistes français au moment de la colonisation, mais par la suite aussi les Marocains qui ont continué dans ce parti, où étaient organisées des femmes dans une organisation qui s'appelait les Femmes du Maroc. On peut parler aussi de femmes Khawat Safa, ça veut dire les sœurs à Safa, qui étaient plutôt organisées dans un autre parti nationaliste. C'était dans le cadre de la lutte contre le colonialisme, où les femmes avaient participé, avaient contribué de façon très importante, bien que l'histoire ne reconnaît pas toujours cette participation, parce que l'histoire jusqu'à maintenant est écrite par des hommes, donc on ne trouve pas vraiment la place des femmes dans ce qui est écrit. Il y a actuellement certainement des efforts des féministes et des organisations féministes et des historiennes aussi, de refaire, de relire et de réécrire cette histoire, mais pour le moment on trouve peu de choses sur les femmes qui ont milité en ce moment-là. Mais l'histoire ne nie pas complètement cette participation. Aux années 55, le premier syndicat constitué au Maroc, c'est l'Union marocaine du travail, qui existe toujours. Et c'est dans ce cadre aussi que les femmes syndicalistes se sont organisées dans la première association marocaine de femmes, qui s'appelle l'Union progressiste des femmes du Maroc. C'était une association syndicale au sein du Central, qui pour la première fois revendiquait vraiment l'égalité dans les lois, l'égalité dans le travail, la dignité des femmes, etc. Donc c'est les premières organisations modernes, si on peut dire, de femmes au Maroc. Par la suite, certainement, les années 70, c'est surtout le mouvement estudiantin et les femmes, les étudiantes qui s'étaient organisées, qui revendiquaient l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'était encore les prémices d'un mouvement de droits humains au Maroc. Les femmes ont aussi joué un rôle très important dans la lutte pour la libération des prisonniers politiques. C'est les épouses et les mamans des prisonniers qui avaient organisé la lutte des femmes et des détenus politiques. Et c'est cette lutte-là qui a mis en place les premières bases du mouvement des droits humains au Maroc, même avant la création de la première organisation qui est l'AMDH, mais avant l'AMDH, il y a aussi d'autres organisations, mais qui étaient moins connues dans le temps. Donc finalement, les femmes, on les trouve dans tous les aspects de lutte contre la détention politique, pour la démocratie, contre le colonialisme, pour l'égalité dans les droits. Elles sont là, elles sont présentes. Et cette lutte a donné beaucoup de fruits, il faut le reconnaître. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé, il faut le dire, que ce soit sur les lois, mais aussi sur la participation des femmes dans la vie en général, dans la vie publique. Mais c'est très très loin des aspirations, très très loin aussi des sacrifices que les femmes ont donnés. Donc les années 80, c'est le moment où les associations connues actuellement par les associations féminines ou féministes, ça dépend des termes, chacun comme il le prend, mais c'est les années 80 qui ont vraiment donné naissance à toutes ces ONG qui sont spécifiques aux droits des femmes. Il y a des hommes là-dedans, mais en général c'est des femmes qui sont organisées dans ces associations, et elles sont basées surtout sur le référentiel universel des droits de l'homme. Elles revendiquent l'application des normes internationales des droits humains, et par la suite, lorsque la CEDAW, c'est-à-dire la charte ou la convention internationale pour
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée par l'ONU. C'est devenu en fait le référentiel essentiel de la lutte des femmes au Maroc, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle actuellement le mouvement féministe, qui est constitué de ces ONG de femmes qui sont une dizaine d'ONG très connues, mais il y a des dizaines, même des centaines de petites associations partout, dans les villes, dans les zones rurales, dans les campagnes, etc. Alors, donc, cette lutte a donné des résultats. Je rappelle brièvement sur l'aspect juridique que le plus connu, c'est le Code de la famille marocain, qui effectivement, par rapport à l'ancienne loi, a changé des choses assez importantes, au moins sur papier. C'est vrai que l'application, j'en parlerai par la suite, est un vrai problème au Maroc, non seulement pour le Code de la famille, mais pour l'ensemble des lois au Maroc. C'est un pays où les lois ne s'appliquent pas. Donc ce code-là a quand même changé des choses. Pour la première fois, les femmes, l'épouse n'est pas obligée d'obéir à son époux, parce que dans la loi qui était auparavant, l'épouse avait le droit d'obéissance à son mari. Il y a donc égalité des droits et des devoirs au sein de la famille. Il y a un fonds qui a été mis en place pour que les femmes ayant divorcées, qui ont la garde des enfants, puissent recevoir des fonds en attendant si leurs maris sont insolvables, etc. Il y a aussi ce que j'appelle moi le changement le plus important, c'est que la femme peut se marier elle-même sans avoir besoin d'un tuteur. Ça, c'est le changement le plus important du Code de la famille, parce qu'avant, une femme, pour se marier, avait besoin nécessairement d'un homme, que ce soit son père, son frère ou même son fils peut la marier, peut même refuser qu'elle se marie. Donc ça, c'est des changements dans les lois qui sont assez importants. On peut aussi parler du divorce, qui est devenu un divorce devant le tribunal. Ce n'est pas une répudiation que les hommes pouvaient faire unilatéralement, sans même que la femme en soit informée. Également, donc, un certain nombre de petits autres changements. Donc, je parlerai aussi du Code de la nationalité. Après des luttes très longues de femmes, ils ont pu avoir le changement du Code de la nationalité pour que la femme marocaine puisse donner sa nationalité à ses enfants, ce qui n'était pas possible avant. Il y a des enfants de femmes marocaines mariées à des étrangers qui se trouvaient étrangers dans leur propre pays. Pour rentrer, il leur faut des visas, etc. Donc maintenant, les femmes peuvent donner la nationalité marocaine à leurs enfants, mais pas à leur mari. Je reviendrai sur la lacune par la suite. Le Code du travail qui est sorti et publié en 2003 a mis dans son article 9 que tout ce qui est contenu dans cette loi doit être respecté aussi bien pour les hommes et les femmes. Ça veut dire que les hommes et les femmes sont égaux dans le domaine du travail. Ça, c'est l'article 9 qui le dit. Pour la première fois, on en parle comme ça dans la loi. Je parlerai du Code pénal. Le Code pénal, alors là, c'est la catastrophe, mais quand même, dernièrement, les femmes ont pu changer le fameux article 475 qui a été tristement connu par le suicide de la petite Amina Al-Arrach, qui a été mariée à son violeur. Donc cet article a été modifié, mais le Code pénal reste, tout a changé. Donc il y a une lutte de femmes actuellement et d'ONG organisées dans un réseau très très grand qui s'appelle Printemps de la dignité, pour le changement du code pénal. Je parlais aussi que avant ces changements qui sont venus en fait dans les 10 dernières années, avant, dans les années 90, dans le cadre des avancées que le Maroc a connues en matière de droits humains, surtout dans la lutte des Marocains, l'organisation, le changement de quelques lois, il y a eu aussi la reconnaissance de quelques droits des femmes. Je rappelle qu'avant, la femme, pour faire du commerce, avait besoin de l'autorisation de son mari. Pour quitter le territoire national, a besoin d'une autorisation. Pour avoir un passeport, avait besoin de l'autorisation du mari aussi. Pour contracter un contrat de travail, le mari pouvait résilier un contrat s'il n'a pas été d'accord avant. Donc tout ça est changé actuellement. Ces lois ont été abrogées, de nouvelles lois sont mises en place. Je rappelle aussi que ces lois sont changées sous la pression, pas seulement des femmes, bien sûr, de tout le mouvement démocratique, de toutes les ONG qui militent pour l'égalité et pour les droits humains, parce que aussi le Maroc a des engagements. Le Maroc a ratifié un certain nombre de pactes et de conventions internationales, donc il est obligé d'harmoniser les lois nationales, de les respecter, et sur cette base que notre lutte en tant que défenseur des droits humains, on travaille. Donc le Maroc fait partie du pacte national des droits civils et politiques. Je rappelle que dans ce pacte, déjà, le Maroc est engagé à respecter l'égalité entre les hommes et les femmes avant le mariage, pendant le mariage et après la dissolution du mariage. Donc, c'est l'égalité totale des femmes dans la famille.
avec les hommes. Il y a aussi le pacte des droits économiques, sociaux et culturels, où le Maroc s'engage au droit au travail, la santé, l'enseignement et un certain nombre d'autres droits, où l'article 3 aussi stipule qu'il doit y avoir une égalité totale entre hommes et femmes dans tous les droits qui sont contenus dans ce pacte. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Maroc a aussi ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui contient donc un certain nombre de droits dans tous les aspects de la vie, aussi bien économique, culturel, au niveau de l'enseignement, la santé, les droits civils, les droits politiques, etc. Donc c'est un engagement aussi du Maroc. Je rappelle aussi que le Maroc a ratifié un certain nombre de conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, où aussi il y a un certain nombre de conventions concernant les femmes au travail. Et puis le Maroc s'est engagé, il n'a pas encore ratifié, mais il s'est engagé à ratifier le protocole facultatif lié à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça, c'est un certain nombre d'engagements, il y en a d'autres, mais déjà, à ce niveau-là, le Maroc devrait être beaucoup mieux, c'est-à-dire les femmes devraient vivre beaucoup plus mieux que ce qu'ils vivent actuellement, mais ces engagements ne sont pas toujours tenus. Alors, il y a un problème d'abord d'harmonisation. Quand un pays ratifie une convention, il est tenu d'harmoniser les lois nationales par rapport à ces conventions, ce qui n'est pas le cas. Je prendrai déjà au début la Constitution. Certains nombres parmi vous peut-être connaissent qu'en 2011, au 1er juillet 2011, une constitution a été votée au Maroc. Je ne reviendrai pas sur les conditions de ce vote, le contenu de la constitution, qui est, en tout cas, un tissu d'associations avait observé le vote sur la constitution, avait remis un rapport à la presse sur un ensemble de violations de droits, sur des falsifications de résultats, sur l'utilisation des mosquées pour des positions politiques, etc. Donc plein d'infractions. Je ne reviendrai pas sur ça, je parle seulement des choses qui concernent en fait l'égalité des hommes et des femmes. Déjà au niveau parmi les choses qu'on avance beaucoup comme étant une grande avancée au niveau de la Constitution, c'est le fait qu'elle reconnaisse la primauté des conventions internationales des droits humains par rapport aux lois nationales. Alors là, si on revient sur à la préambule de la Constitution, c'est le dernier point du préambule, on va remarquer que c'est une reconnaissance, mais qui est complètement verrouillée, on peut dire. C'est-à-dire que la Constitution stipule qu'il y a primauté de ces conventions, mais dans le cadre, je dirais directement ce qui est écrit, des dispositions de la Constitution et des lois du royaume dans le respect de son identité nationale immuable des publications. Donc on voit que cette primauté des conventions internationales par rapport à la loi nationale, elle est conditionnée par des conditions qui en fait enlèvent toute substance à cet engagement. Donc finalement il n'y a pas reconnaissance de primauté des lois, des conventions internationales sur la loi nationale. Déjà ça entrave ce principe d'harmonisation des lois nationales. Je dirais aussi l'article 19 qui est en général avancé comme étant une grande, si on peut dire, un grand pas vers l'égalité, puisque l'article 19 parle d'égalité des hommes et des femmes dans tous les droits contenus dans la Constitution. Là encore, cette égalité est conditionnée par le respect des constantes nationales, des lois nationales, de la Constitution. Donc finalement, cette égalité, si on la conditionne par ces constantes nationales, ce sont ces constantes nationales qui ont toujours entravé l'égalité des hommes et des femmes. Donc on voit que dans la Constitution, les quelques avancées qu'on cite, en fait, ne sont pas vraiment des avancées, puisqu'elles sont toutes verrouillées, conditionnées, mises entre parenthèses, si on peut dire. La même chose pour la parité, puisque l'État ne s'engage pas à mettre en place la parité entre hommes et femmes, mais il s'engage à œuvrer à la réalisation de cette parité. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le futur, dans l'avenir, sans aucun engagement réel et effectif. Donc ça c'est au niveau de la Constitution. Le Code de la famille. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, le Code de la famille est une avancée par rapport à l'ancienne loi, mais il contient encore énormément de discrimination à l'égard des femmes. Je parlerai des plus importantes parce qu'il y en a beaucoup. D'abord la polygamie n'est pas interdite par la loi actuelle, le Code de la famille actuel. Il est encore permise la polygamie au Maroc, c'est vrai qu'elle ne dépasse pas, je crois, 2% pour le moment au Maroc, mais point de vue défenseur des droits humains, c'est le principe qui compte, ce n'est pas les pourcentages. Donc la polygamie existe encore dans les lois marocaines et c'est une atteinte à la dignité aussi bien des hommes
que des femmes, et aussi à l'égalité entre hommes et femmes. Le droit de la femme marocaine musulmane à se marier à un non-musulman. Il est complètement impossible à une femme musulmane de se marier à un non-musulman. Les hommes sont obligés de se convertir à l'islam pour se marier avec une femme marocaine musulmane. Le mariage des mineurs. La loi parle de 18 ans, mais elle ouvre une porte aux juges de faire des exceptions. Malheureusement, ces exceptions sont devenues la règle. 98%, selon les statistiques, des demandes des familles de marier leurs petites filles, elles sont acceptées par les juges. C'est pour ça qu'on se voit maintenant devant 10% des mariages au Maroc sont des mariages de mineurs. Donc on est passé en 2004 de 34 000 mariages de mineurs en 2011 à 44 000 mariages de mineurs. Donc c'est un vrai problème au Maroc, c'est le mariage des mineurs. Et surtout les filles, parce que le mariage des mineurs, on trouve 1% de garçons et 99% des filles. C'est sur Internet, les statistiques elles sont officielles que je vous dis maintenant. Un problème de son. Autre aspect d'inégalité dans la loi, c'est l'héritage. Comme vous le savez peut-être certainement qu'au Maroc, comme dans tous les pays musulmans, la femme hérite la moitié de la part de l'homme, et c'est encore le cas dans la loi actuelle marocaine, malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'ONG qui revendiquent cette question-là. Elle est très délicate, il n'y a que l'ANDH, c'est peut-être une ou deux associations qui parlent de l'héritage parce que c'est très sensible, il y a toujours une attaque des courants intégristes, des courants islamistes et aussi de l'État, des courants qui sont, si on peut dire, liés aux structures religieuses de l'État qui attaquent en fait les ONG qui arrivent et qui ont le courage de parler de ce sujet qui est très sensible. Également à l'héritage, une femme non musulmane mariée à un Marocain, elle n'hérite pas. Donc si elle n'est pas musulmane, elle n'hérite pas. Donc ça aussi c'est une atteinte aux droits des femmes. Un autre aspect, c'est que la femme n'ayant pas de garçon, c'est-à-dire une femme qui n'a que des filles ou qui n'a pas d'enfants, elle n'hérite pas toute seule des biens de son époux. C'est toute la famille de l'époux qui hérite. Donc ça aussi c'est un problème lorsque les femmes se retrouvent avec des filles et qui n'ont pas de garçon. Déjà, il y a une discrimination entre le rôle du garçon et de la fille au sein de la famille, mais encore il y a des problèmes sociaux énormes qui se posent dans les cas de... Il y a même un groupement de familles qui ont connu ce problème, qui essaient de changer de loi actuellement. Et puis la non-reconnaissance du viol conjugal au Maroc, qui n'est pas reconnu comme étant un viol au sein de la loi. Le code de la nationalité, comme j'ai dit, c'est vrai, c'est une avancée pour les femmes qui octroient leur nationalité marocaine aux enfants, mais ce n'est pas possible pour les maris, alors que le mari peut donner la nationalité à sa femme. Un époux marocain peut octroyer sa nationalité à la femme. Donc le code du travail, comme j'ai dit, il contient l'article 9 qui est une avancée, mais il y a un article 4 qui est grave, qui dit que les femmes, enfin pas les femmes, tous les travailleurs domestiques et les travailleurs à l'artisanat ne sont pas couverts par le code du travail actuel. Et une autre loi spécifique à ce secteur va sortir et va être publiée. Elle n'a jamais été publiée depuis 2003 jusqu'à maintenant. Et nous avons des milliers de femmes, surtout des femmes qui travaillent dans les maisons, qui ne sont couvertes d'aucune loi. Ils n'ont aucun droit, ils ne sont pas reconnus comme salariés. Ils vivent des problèmes énormes, ou bien en même temps elles que leur employeur. Donc il y a tout un secteur qui reste à ranger. D'ailleurs, il y a des projets de loi qui n'aboutissent jamais. Le code pénal, alors dont j'en ai parlé tout à l'heure, je dirais tout simplement que le code pénal, la philosophie du code pénal au Maroc, elle est basée sur la sauvegarde et la protection de l'ordre social. Ce n'est pas la protection des victimes, mais c'est la protection de l'honneur, entre guillemets, de la famille, l'honneur de l'homme, l'honneur de la société. Et la femme n'est pas, la femme violentée, la femme victime de violence n'est pas protégée, n'est pas prise comme victime qui doit être protégée et assistée, etc. Mais elle est prise comme responsable d'atteinte à l'honneur de la famille. Donc c'est pour ça qu'il y avait cet article, une jeune fille violée doit être mariée à son violeur pour sauver l'honneur de la famille. Une femme mariée, le viol d'une femme mariée est sanctionné plus sévèrement que le viol d'une femme non mariée. Le viol d'une jeune vierge est sanctionné plus sévèrement que le viol d'une jeune fille qui n'est pas vierge. Donc c'est toute une vision à la société, à la femme comme étant, c'est elle qui garde l'honneur de la société, qui porte l'honneur de la famille. Donc si elle est touchée, c'est pas elle qui est touchée dans son corps, c'est pas elle qui est la victime, mais c'est l'honneur de la société. Toute la philosophie du code pénal est formée comme ça. Donc
Il y a toute une lutte actuellement, toute une revendication et un plaidoyer pour le changement complet de ce code pénal. J'ajouterai un certain nombre d'aspects qui sont en contradiction totale avec les libertés, le fait que tout rapport sexuel en dehors du mariage est sanctionné par la prison, l'homosexualité est pénalisée, le jeûne ou le robe de jeûne de Ramadan pendant le jour publiquement est un crime. Le fait de vendre de l'alcool ou de le consommer pour les musulmans est aussi sanctionné par la loi. Donc il y a plein de choses qui touchent les libertés privées des citoyens et citoyennes qui sont encore dans ce code. Il y a tous ces aspects, il y a très peu d'associations qui en parlent. Ce sont des choses vraiment très sensibles qui sont très liées à la religion, etc. Donc il y a très peu de gens et d'ONG qui parlent de ces aspects-là. Il y a aussi l'IVG, c'est-à-dire l'avortement, qui est interdit par la loi, sauf dans le cas où la mère ou l'enfant, c'est-à-dire le fœtus, sont en danger, et il faut qu'elle soit une femme mariée, il faut absolument que son mari accepte qu'il y ait cette interruption de grossesse, et si le mari n'accepte pas et qu'il y a vraiment un danger, c'est le médecin-chef de la préfecture qui doit signer l'autorisation. Donc c'est tout un ensemble de complications. Et dernièrement, un médecin a été condamné à 10 ans de prison pour avoir fait un avortement à une dame où il n'y a aucun problème de santé, avec son consentement, etc. Et pourtant, il est jugé à 10 ans de prison ferme. Il est en prison actuellement. Donc ça, c'est pour vous dire, il y a aussi ce qu'on appelle les mères célibataires, c'est-à-dire les mamans qui ont des enfants en dehors du mariage. C'est vrai qu'il y a une avancée pour les enfants. Il est possible qu'ils aient des papiers, c'est pas comme avant, mais les mères célibataires connaissent des problèmes énormes. D'après une association que vous connaissez peut-être bien, qui est présidée par Madame China, elle avance un chiffre de 24 bébés qui sont jetés chaque jour, parce qu'ils sont nés en dehors du mariage. Il y a aussi le problème des avortements qui sont, malgré la loi qui interdit les avortements, selon une autre association présidée par un médecin gynécologue, il avance 500 à 800 avortements qui sont faits chaque jour au Maroc, malgré que la loi l'interdit, parce qu'ils sont faits clandestinement et dans des conditions qui mettent en péril la santé de la femme énormément, et même sa vie. Je parlais aussi donc de la situation si on peut dire, des droits politiques. Le nombre de femmes actuellement au Parlement, c'est 37, avec une liste nationale de 35. Donc, s'il n'y avait pas cette liste nationale, il n'y aurait presque pas de femmes au Parlement. Donc, on est très loin d'une conscience par les partis politiques du rôle des femmes. Il y a une participation très faible des femmes dans les directions, les instances dirigeantes des partis politiques. Et pour les élus locaux, on est passé de 0,5% à 12%. Tout le monde est content, surtout les ONG, les partis politiques. Mais quand on parle de 12% de participation des femmes au poste d'élu au Maroc après 60 ans d'indépendance, c'est vraiment pas quelque chose qui fait plaisir. Donc on est très loin d'une vraie participation des femmes au niveau politique. Et il n'y a que deux partis politiques qui sont présidés par des femmes. On peut parler que d'un parti parce que l'autre, il n'est même pas connu. Donc personne ne le connaît d'ailleurs, il faut vraiment chercher pour le connaître. Donc il y a un seul parti politique qui est présidé par une femme après 60 ans d'indépendance, comme j'ai dit. Il n'y a pas de femme chef de centrale syndicale. Il y en a le plus connu, c'est 4 ou 5 centrales syndicales. Il n'y a pas de femmes qui n'ont jamais été présidées par des femmes. Et nous avons 7 ministres sur 39. Avant, il n'y avait qu'une seule dans le gouvernement d'avant. Et ces 7 ministres, en fait, ils n'ont pas de poste clé, n'ont pas de poste important. En général, c'est des ministres qui sont des ministres d'État, c'est-à-dire avec un ministre à leur hiérarchie. Donc, ils ne sont pas directement dans le poste clé, ils sont des assistantes à des ministres, si on peut dire. Voilà, donc ça, c'est un peu brièvement. Les droits civils... je reviendrai sur le mariage parce que c'est important, parce qu'on parle beaucoup du mariage comme étant une chose qui a changé dans la loi. Je rappelle quand même qu'il y a encore 11% de mariages, comme on les appelle, révocables, parce que dans la loi marocaine, quand il y a des divorces, le mari peut revenir sur la décision de divorce et la femme revient au foyer conjugal. Il y a encore 11% de divorces qui se font de cette façon. Il y a encore 23% de mariages qu'on appelle en arabe khola, ça veut dire en contrepartie de compensation, pour que la femme divorce et compense son mari.
et des fois elle abandonne même ses droits. Et aussi, les mariages qui se font à l'initiative de la femme, ce n'est que 0,3%. Par contre, il y a une évolution importante des divorces, comme on les appelle, au consentement mutuel. Quand le mari et la femme sont d'accord pour divorcer, ce genre de divorce a augmenté parce que la loi le permet actuellement. L'autre aspect concernant les droits civils des femmes, c'est la violence. Tout à l'heure, ça parle bien dit, c'est 63% de femmes qui sont exposées à la violence. C'est des chiffres officiels, c'est le Haut Commissariat au plan qui l'a avancé. Après une étude, pour la première fois, une étude pareille est faite au Maroc. Donc c'est un chiffre alarmant. C'est les femmes entre 18 et 64 ans. Tout type de violence confondue, aussi bien psychologique physique, voilà, désolée. Donc, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune loi qui protège les femmes à l'égard de la violence. Depuis maintenant 1998, un certain nombre de ministres qui se sont succédés sur le ministère chargé de la femme et de la famille, il y a un certain nombre de projets qui se font. Jusqu'à maintenant, aucune loi n'a abouti. La dernière a été proposée par la ministre chargée du développement social, de la femme et de la famille au sein du Conseil de gouvernement. Et une réaction a été faite par les ONG des droits des femmes, parce qu'effectivement, elle n'a pas été discutée, personne n'a participé à la mise en place de ce projet, donc il faut qu'il soit avec la participation de tout le monde. Le chef du gouvernement en a profité pour dire voilà, donc puisqu'on n'est pas d'accord, ce projet de loi, on ne va pas le passer au Parlement, on va le discuter par la suite, il n'a jamais été mis au débat public. Donc finalement, il a été bloqué par le chef du gouvernement et on n'a pas vu ce projet donc circuler dans les circuits officiels de la mise en place des lois. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de loi spécifique pour la protection des femmes à l'égard de la violence. La loi marocaine pénalise même l'hébergement d'une femme victime de violence. Si une femme quitte le foyer conjugal pour fuir la violence ou un risque d'agression par son mari, si quelqu'un l'héberge chez lui, cet acte est pénalisé par la loi. Alors que l'État ne met pas en place des centres d'hébergement de femmes violentées. Il y a quelques associations qui créent ces centres. Des fois on ferme les yeux, c'est-à-dire l'État ferme les yeux, mais c'est des centres qui normalement sont punis par la loi parce qu'une femme qui quitte son foyer conjugal, on n'a pas le droit de l'héberger, de l'encourager à quitter le foyer conjugal. Dernièrement, il y a une semaine, un drame même a eu lieu à Agadir parce qu'une femme a déposé plainte chez la gendarmerie pour dire que son mari la menace de mort. Personne n'a tenu compte de cette plainte. Elle est revenue chez elle, elle a passé quelques jours, elle a été égorgée par son mari. Donc c'est un crime qui a été commis, qui aurait pu ne pas être commis si la société prenait en considération la souffrance des femmes, les risques que jouent les femmes quand il s'agit d'un mari violent, d'un mari qui est un criminel en fait. Donc c'est vraiment les problèmes que vivent les femmes quand elles sont exposées à la violence, c'est cette assistance qui n'est pas là, les centres qui sont créés mais qui ne sont pas utilisés, les gendarmes qui n'écoutent pas ces femmes, les policiers qui se moquent des femmes qui viennent déposer plainte contre leur mari, etc. Ça c'est un problème énorme que nous vivons. Je parlerai aussi du rapporteur spécial sur le trafic des êtres humains qui a rendu visite au Maroc l'année dernière, en juin 2013, et qui a soulevé dans son rapport un certain nombre de problèmes énormes. C'est les réseaux d'exploitation des professionnels du sexe, des femmes surtout. C'est des réseaux aussi de placement de petites filles dans les maisons. Je rappelle à ce niveau-là qu'en 2005, Human Rights Watch avait fait une étude au Maroc et l'a recensé, selon son étude, 66 000 petites filles âgées de 5 à 15 ans qui travaillent dans les maisons. Je rappelle que dans les maisons, rien n'est reconnu, le travail dans les maisons n'est pas reconnu. La loi marocaine, normalement, parle de 15 ans comme âge minimum de travail, mais cet âge-là n'est jamais respecté. D'ailleurs, le Code de la famille, le Code du travail lui-même, l'ancien Premier ministre l'a reconnu, il n'y a que 15% d'employeurs qui le respectent, qui l'appliquent.
Donc la majorité des employeurs ne l'appliquent pas. Il y a énormément de grèves qui se font juste pour demander l'application de la loi minimale, pas pour améliorer la situation des travailleurs. Et c'est en toute impunité. Et même les autorités qui sont en connivence avec les employeurs quand il s'agit de conflits sociaux à cause de non-application du Code du travail. Donc ça aussi, ça fait partie donc, de ces manifestations d'un état de non-droit auquel nous vivons. Donc pour les petites filles, c'est 66 000 en 2005. En 2012, Human Rights Watch est revenu sur le même sujet au Maroc. Il n'a pas refait une étude quantitative, mais il a fait une étude qualitative qui démontre que le phénomène existe toujours, que le problème du travail des petites filles existe toujours au Maroc. Et il n'a pas donné de chiffres, mais c'est que l'État aussi ne fait pas un grand effort. C'est vrai que la scolarisation des petites filles avance, mais c'est une scolarisation qui va jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, parce qu'elle n'est obligatoire que jusqu'à 15 ans. Mais même avant, il y a beaucoup de petites filles qui quittent l'école, surtout dans les villes, dans les zones rurales, et qui rejoignent donc le travail. Il y a même des réseaux, comme ce rapporteur spécial sur le trafic des êtres humains l'a bien démontré. Il y a des réseaux donc, qui travaillent sur cette question de petites filles, qui les placent dans les maisons, qui les sortent de ces maisons, qui les placent dans d'autres maisons, etc., moyennant de l'argent. Et ces petites filles ne sont même pas jamais payées, c'est leurs parents qui sont payés, et entre 200 dirhams en moyenne, je crois, par mois. Donc il y a aussi les réseaux de pédophilie qui sont repris dans le rapport de la rapporteure spéciale. Également les travailleuses provenant des pays asiatiques qui vivent des conditions beaucoup plus proches à l'esclavage, donc ils s'organisent de plus en plus. Il y a aussi les réseaux de migration, de la migration non conventionnelle, où les femmes sont même considérées parfois comme un moyen de payer les passeurs pour arriver donc à les faire passer soit de leur pays vers le Maroc, soit du Maroc vers l'Europe. Donc la situation économique des femmes, je passerai rapidement parce que il est important de dire que les femmes, puis leurs diplômes, plus elles ont des diplômes assez importants, plus elles trouvent du difficulté à trouver du travail. Donc quand on compare les populations selon le niveau d'instruction et le niveau du diplôme, le chômage est plus important au milieu des femmes quand il s'agit des diplômes hauts, et le chômage est beaucoup plus important chez les hommes quand il s'agit de populations qui n'ont pas de qualification. Ça veut dire quand il s'agit de travaux difficiles, pénibles, mal payés, mal protégés, c'est en général les femmes qui travaillent. Quand il s'agit de travail qualifié, bien payé, protégé, donc c'est surtout les hommes qui trouvent des postes dans ce genre de travail. Donc c'est une discrimination qui est liée surtout aux lois, c'est vrai, mais aussi à ce qu'on appelle ce plafond de verre, parce que les femmes ont des difficultés sociales, culturelles, des poids des traditions qui les empêchent à trouver toutes leurs possibilités, leur émancipation dans le monde du travail. Dans la fonction publique, les lois, ils ne font aucune discrimination entre les hommes et les femmes, mais vu que les femmes vivent déjà dans la maison des travaux pénibles, un non-partage des tâches au sein de la maison, donc c'est des difficultés qu'ils traînent dans le monde professionnel qui les empêchent donc d'avoir les mêmes chances dès le départ avec les hommes. C'est pour ça qu'on a très peu de femmes qui sont dans les hautes responsabilités, même dans la fonction publique où les lois ne sont pas discriminatoires. Donc je dirais aussi qu'à ce niveau-là, aussi l'analphabétisme, il y a encore la moitié des femmes qui sont analphabètes au Maroc. L'État marocain pourrait très bien éradiquer l'alphabétisation s'il y avait une volonté politique, mais l'analphabétisme a toujours été utilisé aussi comme un moyen de domination, comme un moyen de falsification des résultats des urnes, parce que les partis politiques utilisaient aussi l'argent, le mensonge, la manipulation dans les zones pauvres, dans les milieux, les quartiers populaires très pauvres. Donc cet analphabétisme est utilisé comme un moyen politique, comme un instrument aussi d'amalgame, si on peut dire, ou de mauvaise foi, si on peut dire, par l'État. Il y a l'aspect concernant, si je reviens aussi sur le travail, jusqu'à maintenant, c'est les statistiques très récentes, toujours du Haut Commissariat du Plan, c'est l'institution officielle qui sort les statistiques officielles dans les différents aspects. Les femmes qui travaillent des travaux indépendants ne constituent que 9,3%. Les femmes employeurs, il n'y a que 7,8%
de femmes qui sont employeurs. Par contre, nous avons les aides familiales, c'est 25% des femmes qui travaillent comme aide familiale. Aide familiale, dans les statistiques marocaines, ça concerne surtout les zones rurales où les femmes travaillent dans les champs, aussi bien le même travail que font les hommes, mais c'est les hommes qui commercialisent le produit, c'est les hommes qui ont la décision au sein de la famille. Donc finalement, elles travaillent gratuitement, sans aucun salaire, sans avoir accès aux résultats de leur travail. On les appelle les aides familiales. Également, voilà, donc la situation des femmes dans le marché du travail. Tout à l'heure, Naji aussi a parlé de les hommes qui ont 7 fois plus de chances d'être promus socialement par différents moyens, pas seulement la promotion dans la profession, mais différents moyens. Les hommes ont beaucoup plus de chances d'être promus pour différentes raisons, y compris celle dont j'ai parlé tout à l'heure, ce plafond qui n'est pas visible, qui ne laisse pas les femmes avancer dans leur travail, mais il y a aussi des fois des lois et des droits des femmes qui ne sont pas reconnus dans le monde du travail, tels que le droit à la maternité, le droit, c'est-à-dire les infrastructures nécessaires pour les femmes pour qu'elles puissent avoir les mêmes chances que les hommes dans le travail, malgré que les lois en parlent des fois. Donc, comme j'ai dit, très peu de femmes employeurs. Cette situation donc fait que les femmes négocient difficilement, elles n'ont pas les mêmes chances de négocier leur position dans le marché du travail, n'ont pas les moyens donc de se positionner plus positivement et aussi ont très peu de chances d'avoir accès à des crédits, d'avoir accès à la terre pour qu'elles puissent avoir les mêmes chances d'entreprendre ou de choisir leur domaine de travail. Bon, l'état de non-droit en général dont j'ai parlé tout à l'heure renforce encore cette situation difficile des femmes. L'impunité des crimes de violence, j'en ai parlé, le fait que la justice au Maroc, c'est le secteur le plus corrompu, selon même les statistiques telles que Transparency Maroc qui avait fait des études, dernièrement aussi l'instance officielle de la lutte contre la corruption, qui d'ailleurs a annoncé qu'il est incapable de lutter contre la corruption au Maroc. Elle est tellement enracinée, tellement profonde dans la société qu'il est difficile de l'éradiquer s'il n'y a pas une vraie volonté politique à ce sens-là. Donc cette justice, elle est incapable de protéger les femmes. Surtout que la corruption, comme j'ai dit, est plus renforcée au milieu de la justice et au milieu de la police. Et c'est ces deux domaines qui normalement devraient être là pour protéger les personnes faibles dans la société, les personnes qui ont besoin de protection, et les femmes font partie pour le moment de ces catégories-là. Alors donc la lutte des femmes, comme j'ai dit, elle continue, certainement, il y a toutes les raisons pour que les femmes continuent leur lutte et leur combat. Ils ne sont pas seuls parce que ces revendications, cette situation intéresse tous les défenseurs des droits humains, si on peut dire tous les démocrates qui aspirent à une société égalitaire, à une société où la dignité de tous et de toutes est respectée. Donc c'est une lutte qui continue d'abord pour, actuellement, il y a des dossiers sur table, l'âge de mariage est en pleine discussion actuellement pour ceux qui veulent vraiment limiter l'âge à 18 ans, aussi bien pour les filles et les garçons, et ceux qui préfèrent faire une marge pour les filles entre 16 et 18 ans pour le mariage. Il y a également les conditions de travail. Actuellement, il y a 7000 ouvrières au sud du Maroc, près d'Agadir, qui sont en grève et en sit-in depuis déjà plusieurs jours, je crois 2 ou 3 semaines. C'est 7000 ouvrières, mais la majorité écrasante sont des femmes. C'est des ouvrières agricoles, des ouvrières dans l'industrie agroalimentaire qui, depuis des années, vivent des conditions d'esclavage dans leur travail, et maintenant elles mènent une lutte acharnée et sont là devant toutes les menaces de la police qui descend à chaque fois, les menaces des employeurs, le poids de la culture des familles qui sont déshonorées par le fait que les femmes sont en sit-in, qui ne veulent pas travailler, etc. Donc les femmes quand même luttent, c'est des femmes analphabètes en général, il y en a bien sûr qui ne sont pas analphabètes, mais en général c'est des femmes qui ont quitté l'école très tôt, qui n'ont pas été à l'école et qui sont de plus en plus conscientes. Donc on trouve actuellement les femmes dans différents domaines d'action. Nous avons beaucoup de luttes pour le droit au logement, et c'est les femmes qui mènent ce combat aussi pour le droit au logement. Il y a des luttes aussi au niveau des étudiants. Dans le mouvement estudiantin, il y a beaucoup de femmes et de jeunes étudiantes qui sont aussi au sein de ce mouvement.
et également dans toutes les protestations populaires, parce que vous savez peut-être qu'en 2011, le Maroc a connu, comme toute la région maghrébine, un mouvement de protestation très fort appelé mouvement du 20 février. Ce mouvement, c'est vrai qu'il est beaucoup plus faible maintenant qu'avant, mais il est toujours là. Mais aussi, il a été affaibli, mais il a quand même créé toute une dynamique de conscience et de protestation dans différentes régions du Maroc. Et là encore, on trouve beaucoup de femmes qui sont devant de la scène. Ce sont elles qui sont toujours dans les marches. Actuellement, il y a beaucoup de prisonniers politiques aussi. Et les mamans de ces prisonniers aussi sont très courageuses et sont toujours devant le tribunal, devant les postes de police quand leurs enfants sont arrêtés. C'est des femmes qu'on trouve de plus en plus dans tous les domaines de lutte des Marocains actuellement. Donc ces femmes continuent, mais nous avons quand même des lacunes et des faiblesses. La faiblesse, d'abord, c'est le mouvement féministe qui n'est pas mobilisateur, il n'y croit pas. Il ne croit pas beaucoup à la mobilisation. Il pense plutôt à une action de plaidoyer envers les autorités, de mettre en place des projets de loi, de discuter, de dissuader, d'encourager. Et des fois, ou même si on peut dire, avec la situation politique au Maroc, je ne pense pas que c'est la pratique ou la démarche la plus convenable. Au Maroc, il faut la pression. Et c'est grâce à la pression dans les années 90 que les acquis dont j'ai parlé sont venus, et c'est grâce à la pression que quelques acquis aussi ont été arrachés en 2011 avec la conjoncture qu'a connue toute la région. Et dès que cette pression diminue, on revient sur les acquis, on revient sur tout ce qui a été réalisé. Donc c'est un pays où il n'y a pas une volonté politique chez les décideurs d'aller en avant, d'être au niveau des engagements, de leurs engagements. Il faut toujours cette pression, et cette mobilisation manque au mouvement des droits des femmes. D'ailleurs, les associations de femmes n'ont pas été dans la rue au moment des grandes sorties du mouvement du 20 février. Et actuellement, il y a dernièrement, il y a eu une mobilisation pour l'application de l'article 19 pour la parité dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait, je crois, 600 ou 800 femmes dans la rue. C'est très très peu par rapport aux marches que normalement, à la dernière marche des femmes, en 2000, il y avait 50 000 femmes. Donc cette possibilité de mobiliser chez les ONG de femmes est très faible, et c'est un des entraves en fait de l'avancée de quelques lois qui sont mises sur table par ces ONG de droits des femmes. Il y a aussi le déni des droits des femmes, en fait, c'est le déni de la démocratie. Il est très... des fois, on ne fait pas toujours ce lien entre participation des femmes et lutte pour la démocratie. Dernièrement, une étude très importante a été faite par des chercheurs sur la participation des femmes au mouvement syndical. Il y a énormément d'entraves, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler, mais au sein des ONG, au sein des syndicats, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de blocages contre les femmes, devant les femmes, pour qu'elles puissent vraiment occuper la place qui leur revient au sein de ces organisations. Et ce n'est que par cette participation que ces partis politiques pourront arriver à leur fin, que ces partis politiques pourront mobiliser, et que aussi ces femmes pourront réaliser un changement dans leur situation. L'article 475 aussi a été changé par la force, par la mobilisation, par cette pression. S'il n'y avait pas cette pression, le premier jour, le ministre de la Justice avait dit non, cet article, on ne va pas le changer. La société marocaine en a encore besoin, et c'est notre culture, et on ne le changera pas. Mais c'est grâce à la pression qui a été changée. Donc cette pression, on en a besoin, cette lutte unie et unifiée entre différentes ONG, différents groupes, différents défenseurs des droits humains, c'est le seul moyen de changer les choses. Et je crois que le mouvement du 20 février a pu faire ça, a pu fédérer un ensemble de courants, un ensemble d'ONG, un ensemble de groupes qui d'habitude ne travaillaient pas ensemble, mais qui sont descendus dans la rue ensemble parce que les slogans étaient bien choisis. C'est la démocratie, la dignité, l'égalité, la justice sociale. Donc c'est des mots d'ordre mobilisateurs, fédérateurs qui étaient bien choisis. Il y a aussi donc, un mot de la fin pour dire que c'est vrai qu'il n'y a pas une volonté politique, mais encore plus avec le gouvernement actuel présidé par des islamistes, c'est encore pire, puisque même les petits plans et les petits projets qui étaient mis en place, tels que le plan pour l'égalité mis en place par l'ancienne ministre de la Famille et de la Femme,
a été bloqué pour des raisons idéologiques, pour dire que non, l'éducation à l'égalité, on ne doit pas la faire, c'est pas comme ça qu'on va la faire, il faut changer les choses. Donc il y a même également la sensibilisation contre les violences à l'égard des femmes qui se faisait chaque année entre 25 novembre et le 10 décembre, qui sont la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, et le 10 décembre, la journée mondiale pour les droits de l'homme. C'était une période qui était consacrée à la mobilisation et à la sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes. Elle ne se fait plus depuis que ce gouvernement est là. Donc il n'y a pas une grande position, ou plutôt volonté politique chez l'État en général, mais ce gouvernement bloque encore même les petites choses qui étaient mises en place. Donc c'est des défis qui se lancent aux femmes, aux ONG de femmes, mais aussi à toute personne qui milite pour la démocratie et pour la dignité au Maroc. Donc je m'arrête là, peut-être que dans le débat il y aura des choses qui vous intéressent plus et mieux, on en discutera. Merci pour votre attention.